On n'est pas sur un palmade urbain. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un peu avant 1h du matin, dans un quartier assez tranquille de Marseille, en fait, dans un domaine partagé avec des belles villas. Et c'est là qu'habite la mère de Maeva Guénam. Et Maeva était chez sa mère cette nuit-là. Et en fait, sa mère a été avertie par la société qui s'occupe du système de sécurité de la villa pour dire qu'il y avait une intrusion dans son jardin. Donc à ce moment-là, on imagine que Maeva et sa mère ont verrouillé toutes les portes et sont allées voir à la fenêtre ce qui se passait dans le jardin. Et qu'est-ce qu'elles ont vu? Eh bien, d'abord des flammes. Il y avait un incendie, la pelouse était incendiée, mais elles ont également entendu des détonations. Et donc, à ce moment-là, évidemment, elles ont prévenu la police, qui est arrivée très rapidement sur place, les pompiers aussi pour éteindre l'incendie. Et la police a trouvé des impacts de balles dans la porte d'entrée, des douilles par terre de calibre 12 mm et des résidus, si vous voulez, de type cocktail Molotov dans le jardin. Alors, évidemment, une enquête a été ouverte. Là, si vous voulez... Avec les éléments que je vous ai donnés, on peut penser, Maeva Guénam, qu'elle a été victime d'un anime cambriolage de stars et tout. Mais a priori, ce n'est pas du tout le mode opératoire quand vous voulez cambrioler chez quelqu'un. En général, vous ménagez un effet de surprise, vous arrivez un peu discrètement, vous vous incendiez pas sa pelouse pour le cambrioler. D'accord. Et donc en fait, oui, alors justement, mais ce qu'envisagent les enquêteurs, c'est que ça serait possiblement un acte d'intimidation et de vengeance de la part de la DZ Mafia. C'est, si vous voulez, le plus gros cartel de drogue de Marseille qui aurait voulu intimider Maeva Guénam. Alors là, on se dit, mais quel est le lien entre Maeva Guénam, qui est sur les réseaux sociaux, et la DZ Mafia? Eh bien, en fait, c'est que Maeva Guénam, vous le savez peut-être, elle a grandi à Marseille. Et elle avait dans ses relations des personnes qui sont impliquées dans le trafic de drogue. D'ailleurs, son premier petit ami est mort à l'âge de 17 ans. Il s'est fait cribler de balles, de 23 balles, alors qu'il était au volant. Et en fait, très récemment, elle était en couple avec un homme qui s'appelle Lenny Albarello. Et en fait, leur relation était très compliquée parce que lui était jaloux, possessif, mais surtout, il était en prison puisqu'il était impliqué dans un triple meurtre, dans une affaire de trafic de stupéfiants. Et en fait, ça serait lui, la cible de la DZ Mafia, de ce cartel de drogue. Et lui, et par capillarité, tous ses proches. Sa sœur qui, hier aussi, a été visée par des tirs, et Maeva Guénam et la villa de sa mère. D'autres choses? C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés parce qu'effectivement, les cocktails Molotov ont failli mettre le feu à toute la maison. Et en fait, il y avait eu déjà un repérage. La thèse d'Amaury aussi est accréditée par le fait que 2 hommes s'infiltrent dans le jardin, puis reviennent plus tard. Et pour le moment, la police cible plusieurs individus dans une même voiture. Donc, possiblement, il y aurait plus de 2 coupables. Orlando. Oui. Non, elle a quitté la France en urgence, Maeva, quand même. Elle est partie en urgence ce matin à 9h, elle est partie à Dubaï. Et dans sa vidéo, elle a posté une vidéo, parce qu'il n'y a pas eu de mort, pas eu de blessés, mais elle parle quand même des gens qui sont à l'initiative de ce qui s'est passé, de tueurs d'enfants et de tueurs d'innocents. Donc, a priori, c'est des gros voyous qui ont fait ça. Et on lui reprocherait effectivement... Et malgré qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, voilà, je le dis à tout. Évidemment. On ne peut pas, bien entendu, voilà... Elle mérite pas ça. Bien sûr. On mérite pas ça, et c'est vrai qu'on est embêté pour elle, forcément. Et on lui reproche cette relation avec cet homme donc, qui est incarcéré, qu'elle aurait arrêté selon elle. Et il y a des personnes qui lui reprochent d'être encore en contact avec lui. Donc ce serait lié vraiment à la relation avec cet homme. Et Maeva a quitté la France en urgence ce matin à 9h. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que la police, m'a dit une source policière, comme Maeva est très occupée, elle n'a pas répondu aux sollicitations de la police et elle est partie effectivement tout de suite sans pouvoir aider à l'enquête. Merci Amaury Bucco. Hier, on va les rester. Chez le déjà, on va parler déjà du PSG. Et avec le PSG, il y a cette histoire, Gilles Verdez, de 55 millions qu'il réclame. Hein. Absolument. Il réclame donc des arriérés, il réclame 3 mois de salaire et il réclame le versement de 30 millions d'euros d'une prime d'éthique. En tout, ça fait 55 millions d'euros. Exactement. La LFP, la Ligue professionnelle de football, a proposé une médiation. Mais Kylian Mbappé a refusé. Et je vais vous dire, parce que j'ai un petit peu d'infos, je vais vous dire pourquoi Kylian Mbappé, déjà, on parlera de l'équipe de France après, mais sur le PSG, je vais vous dire pourquoi il a tout faux. Déjà, il a refusé la médiation avec le Paris Saint-Germain. Voilà, une médiation que le PSG réclame depuis très longtemps à Kylian Mbappé. Et il renvoie juste voilà l'impression de voilà c'est comme ça, je reviendrai pas, c'est comme ça, on discute plus, c'est en justice. Exactement, oui, mais ça se fait pas. C'est un club avec qui il y a de l'affect quand même. Je suis désolé.
Ça veut dire, moi je vous parle plus, ça y est, je suis au Real Madrid, c'est terminé. Non mais Gilles Verdez, excusez-moi. Oui, je suis d'accord avec vous. Ah oui, ouais. Lui veut aller en justice, au prud'homme, au pénal. Et sachant qu'il a peu de chances d'obtenir gain de cause. Ah, il va gagner. Non, il a peu de chances d'obtenir gain de cause. Je connais mieux le dossier que vous, Valérie. Géraldine Maillet. Pas tout le temps. C'est pareil. Je vous le dis, je connais mieux le dossier que vous. Sachez qu'il a très peu de chances de gagner. Voilà. Voilà. Ensuite, le PSG a tendu la main à Kylian Mbappé. Il n'a pas voulu la saisir. Il avait fait une promesse. Je le dis, celle de ne jamais partir libre, comme il l'a souvent répété. Il a fait la promesse au PSG de ne jamais partir libre. Il l'a souvent répété et il l'a pas tenu. Voilà, je suis désolé. Voilà, c'est déjà ça. Deuxième point, c'est pas. Le PSG, c'est un immense club. Non mais s'il vous plaît, on vous a pas demandé, on donne les infos. Non mais moi, je donne quand même aussi mes infos. C'est un grand club, le PSG. C'est un immense club. Il a la prétention d'être un des plus grands clubs du monde. Non mais quand on donne sa parole, je suis désolé. Mais un accord, c'est pas un accord. On ne check pas dans un couloir. Et le président du PSG, heureusement, il a du cœur, pas comme vous, Géraldine Maillet. Mais c'est pas une question de cœur. Quand on fait une promesse, on la tient. Dans ce qu'on appelle le gentleman agreement, c'est-à-dire que voilà, Gilles Verdez, l'accord avec NAC. Voilà. Donc avec Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG. NAC, oui, qu'on appelle. Voilà. Il faut rappeler qu'à l'époque, à l'été 2023, il était dans le loft et pour en sortir effectivement. Il avait fait les promesses que vous allez citer, Cyril, de renoncer à des primes. Exactement. Voilà. Et dans les conditions, il y avait marqué gentleman. Voilà. Gentleman, là déjà, c'est pas gentleman. Excusez-moi, voilà, je le dis. Donc voilà. 5. Dans cette opération, il attaque aussi le foot français. Forcément, il attaque le foot français. Je suis désolé. Maintenant, lui, il est parti en Espagne, mais le foot français aujourd'hui, il va mal. Oui, et il veut aussi traduire éventuellement le PSG devant les instances européennes, l'UEFA. Et les supporters parisiens qui l'ont soutenu. Je suis désolé. Absolument. Et dans ces cas-là, quand vous allez vers l'UEFA, on ne peut pas exclure que la licence du PSG, si jamais Mbappé gagnait, soit retirée. Donc ça pourrait être très grave pour le PSG. Voilà. Et heureusement, moi je vous dis, et en plus je pense que NAC a fait le coup de l'année. Mine de rien, vous verrez, on le dira, même s'il n'a rien pris, Barcola. Et je préfère aujourd'hui avoir Barcola dans mon équipe que Kylian Mbappé. Et je pense que je ne suis pas le seul. Voilà. Donc là, déjà, avec le PSG, ça a été catastrophique. Ils se sont dit, on tape dans la main. Il a dit oui. Maintenant, il y a un problème avec l'équipe de France. Oui. Et c'est catastrophique avec les autres joueurs. Sachez-le, voilà, de ce que je sais, apparemment, de ce qui se dit. Avec les autres joueurs, le torchon brûle. Il n'a pas été mis sur le deuxième match de la Ligue des Nations contre la Belgique. Et Raymond, je crois que des infos que tu as. Il n'a pas été mis sur le terrain et puis c'est même pas les infos que j'ai, il y a juste à voir les matchs en fait, entre le premier match où personne court, personne se défonce et que tout le monde est à l'image parce qu'il déteint sur le groupe en fait quand lui ne marche pas et ne fait pas les efforts, c'est le groupe qui fait pas des efforts. Sur le deuxième match, il n'était pas là et sur le deuxième match ça a été beaucoup mieux, les joueurs ont couru et les joueurs sont mieux. On vous a pas demandé une analyse. De ce que je vois moi et de ce que je sais, les joueurs sont mieux quand il n'est pas là. C'est pas ce que vous voyez, on n'est pas là pour dire ce qu'on voit, ce qu'on voit pas, on est là pour donner des infos. On sait très bien que les joueurs se sont donnés à fond sur le deuxième match. Voilà, et pas sur le premier, Gilles Verdez. Oui, il y a deux problèmes. Vous dites c'est ce que j'ai vu, c'est pas ce que vous avez vu, c'est les infos qu'on a. Oui. Il y a deux problèmes. Le premier, c'est avec ses coéquipiers. Il tire beaucoup la couverture à lui, et c'est vrai que ses coéquipiers en ont un peu marre parce qu'il n'a pas le rendement du tout escompté, et il n'a pas le rendement qui pourrait aller avec ses déclarations. Oui. Il y a eu deux types de déclarations qui ne sont pas passées. Avant le match, il dit quand même, capitaine de l'équipe de France, j'en ai rien à foutre des gens. Voilà. Que pensent les gens, j'en ai rien à faire. Voilà, c'est le cadet de mes soucis. Ça a beaucoup dérangé. Oui. Et la deuxième salve, et là qui est beaucoup plus pernicieuse, c'est dimanche entre les deux matchs où il remet en cause le travail tactique accompli par Didier Deschamps et le staff. Ouais. Alors là, c'est la première fois qu'il y a cette rupture quasi officielle puisque les déclarations sont sorties, ce qui pourrait expliquer qu'il n'a pas été mis le lundi contre la Belgique et ce qui crée un vrai clash quand le capitaine taille le sélectionneur, c'est que rien ne va plus en équipe de France. Désolé, c'est n'importe quoi. C'est de l'inédit. On peut pas faire ça. Après, il n'est pas le seul à Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez appris ça, vous? En fait, moi, la maman, comme elle a filmé, elle ne connaît pas moi. Elle a cherché moi 12 jours après. C'est une maman qui a filmé là? Oui, c'est une maman. D'accord, c'est important pour nos téléspectateurs. Donc c'est une oui, maman. c'est une maman. Elle filme par hasard sa fille. Parce que le deuxième jour, c'est la rentrée de sa fille. Elle filme par hasard. Donc la maîtresse, elle a fait ça devant d'autres parents? Devant la maman, elle n'a pas vu. Vraiment, elle a pensé, elle est sortie comme la maman, elle s'asseoir sur la chaise, les petites chaises. Donc elle n'a pas vu qu'il y avait une maman là? Oui, elle n'a pas vu. Après, elle a réfléchi, elle a regardé la maman.
D'accord, donc elle a vu qu'elle a été filmée. Oui. Quelle était la réaction de la maîtresse ensuite? Parce que c'est ça qu'on a envie de savoir, les spectateurs. Quand elle a vu qu'elle avait été filmée par une maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, elle a parti pour la maman, elle a pardonné la maman. Désolée, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez regardé? Tu dis en cas personne ou c'est tout. En fait, la maman, elle est choquée. En fait, vous regardez le vrai vidéo tout. La maman, elle filme sa fille. Après, elle fait comme ça. Elle regarde ma fille. Elle a tapé la maîtresse première fois. C'est pas dans le vidéo. Après, la maman, elle a retourné le vidéo. Elle a filmé cette. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vanessa Hedberg, aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit ça, on va avoir la réaction de la maîtresse dans un instant avec Gilles et Michel. Mais quand vous avez vu ça, c'est vrai que là, ça a pris une dimension incroyable, puisque tout le monde n'a parlé que de ça aujourd'hui. Médiatiquement, c'est vrai que moi, même les gens m'ont parlé aujourd'hui dans la rue. Je vous jure qu'on ne m'a parlé que de ça aujourd'hui. C'est fou. Toute la journée, on m'a parlé que de ça. Vous pensiez que ça allait avoir un tel retentissement quand vous avez posté la vidéo? Je pense que ça fait, quand il s'agit d'enfants, ça fait l'unanimité, évidemment. Et c'est un sujet, voilà, moi je suis avocate dans les droits de l'homme en général, les droits de l'enfant. Donc je savais évidemment que les gens allaient être très touchés. Et je ne suis pas surprise que ça ait pris autant d'ampleur. Avant d'avoir la réaction de la maîtresse, juste, je voudrais savoir, votre fille, aujourd'hui, votre petite fille, vous l'avez remise à l'école ou pas? Non, elle veut pas. Elle veut plus? Elle veut pas, même pas sortir. Ah, donc elle est traumatisée? Vraiment, elle veut pas. Elle cache le deuxième derrière jour moi. d'école, c'est ça? Le deuxième jour, c'est ça. Après le troisième jour, oui. Là, ce que veulent savoir aussi les spectateurs, qu'est-ce que vous a dit l'établissement? En fait, l'établissement, il m'a dit tu peux changer ta fille de l'école. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Oui. Mais c'est toujours comme ça. À chaque fois, c'est le gamin qui doit changer d'école. Quand on vous dit qu'on marche sur la tête dans ce pays, donc, ils se sont excusés, ils vous ont dit? Oui. Ils vous ont dit quoi? Oui. Et à mon avis, ils doivent être très très mal que ça ait pris une telle ampleur. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Parce que pour eux, c'est catastrophique. Oui. Donc, bravo Vanessa, parce que ça, au moins, ça va servir d'exemple. Et je pense qu'il n'y aura pas de... Bravo, Maître, parce qu'heureusement, vous avez peut-être joué pour d'autres enfants qui subissent des choses comme ça et qui se disent... et voilà, après, voilà, il y a beaucoup de maîtresses qui font très bien leur travail. Et la plupart, c'est comme partout, il y a des brebis galeuses. Et voilà, tous les enseignants, on sait qu'on est avec eux à fond. Gilles Verdès, quelle a été la réaction de l'enseignante? Donc elle est depuis 10 ans dans l'école. Là, elle était en arrêt, elle a été suspendue et interrogée. Elle a reconnu les faits, elle s'est excusée. Mais je trouve que pour le moment, la réaction n'est pas du tout à la mesure de l'émotion et de la gravité des faits. Voilà. Donc il y aura une enquête. La ministre de l'Éducation est montée au créneau. Voilà. Mais pour le moment, les excuses de la maîtresse sont assez faibles. Elle a été mise à pied? Oui, elle a été suspendue. Oui, mais suspendue, c'est normal. Il y aura une enquête votre administrative. fillette a déjà vu un médecin. Écoutez bien, à 21h09. Elle va en revoir pour évaluer son ITT. Le premier médecin a évalué son préjudice psychologique à sévère. Car la fillette ne regarde pas les autres dans les yeux ou en face et refuse de parler de la maîtresse. C'est ce que vous avez dit, Maître. Hein? Exactement. Donc ça, c'est extrêmement grave quand même, parce que vous vous rendez compte, à 3 ans, comment, on s'imagine comment elle va faire pour se remettre de ça. Voilà, vous avez annoncé avoir porté plainte le 5 septembre devant un commissariat, des violences aggravées par 3 circonstances sur personnes vulnérables dans un établissement scolaire et perpétrées par une personne qui réalise une mission de service public. Exactement. Donc c'est quand même extrêmement grave. Michel Marie, qu'est-ce qu'elle risque? Écoutez, elle risque, faudra voir si elle est mise en examen déjà. Là, on est dans une enquête administrative, me semble-t-il. Elle est suspendue et ça me semble être la moindre des choses. Elle s'est excusée, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de plus, de toute façon? Ce qu'il faut provisoirement, enfin pas provisoirement, ce qu'il faut, c'est définitivement l'écarter de l'exercice de cette profession. Manifestement, elle n'a pas la vocation pour être une prof. Et ensuite, on verra à la suite de l'enquête. À 21h10, on a des infos et on a vu qu'il y a une mère d'élève qui dit ce qui est arrivé à son fils avec la même enseignante. Il y a eu un témoignage sur notre chaîne d'une autre maman. Et donc ça, à 21h10, pour ceux qui nous rejoignent, c'est quand même un élément important, Gilles Verdès. C'est la grosse question. Voilà, c'est ça. On avait des bruits, des bribes d'éléments selon lesquels il y aurait eu déjà des violences les années précédentes, etc. On n'avait pas de témoignage. Mais là, il y a une mère qui dit « Mon fils, je crois que c'est son fils, a subi les mêmes violences de la part de cette institutrice. » Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Voilà, il y en aurait plusieurs. Hein.
le hasard, il y a des mamans qui suivaient mon compte Instagram et qui m'ont écrit « c'est incroyable, mes enfants étaient aussi avec cette maîtresse il y a plusieurs années et maintenant les langues se sont déliées et effectivement les enfants qui parfois peuvent penser que c'est normal en fait finalement ont expliqué qu'effectivement elle était coutumière. Ouais. Justement, ce que vous dites aussi, c'est que dès qu'elle a vu qu'une maman l'a filmé... Elle l'a pas vu filmer. Elle n'a pas pensé à le film parce que la maman, elle a caché vite fait le téléphone. Elle n'a rien dit parce qu'elle a peur pour l'équipe de l'école. Il vient supprimer le vidéo, il lève le téléphone, tout ça. Elle est restée 2 jours, elle cherche moi. Elle a trouvé moi jeudi à 16h30. Moi, par hasard, je viens pour récupérer ma fille à 16h30. Elle m'a dit, c'est ta fille? J'ai dit oui, c'est ma fille. Elle m'a dit, venez avec moi. On a rentré dans le deuxième la classe. On a fermé la porte. Elle m'a montré le vidéo. En fait, moi, comme j'étais dans le choc, j'étais vraiment tremblée, mais j'ai rien parlé, vraiment. J'ai vu le vidéo, mais j'ai pas accepté, mais j'ai resté un moment respirer dans la classe. Après, j'ai sorti. J'ai trouvé elle devant moi, j'ai pas parlé du tout, ni parlé, ni rien dit. J'ai sorti directement, j'ai cherché la directrice, j'ai pas trouvé. Elle n'était pas dans l'école. J'ai monté directement au commissariat. C'est tout. Direct au commissariat. Direct. Vous n'avez pas vu la maîtresse alors? Non. Vous n'avez pas parlé directement de ce qui s'est passé? Non, on a parlé devant tout le monde, devant tous les parents. C'est pas moi et elle. Non. Elle était là? Oui. Donc vous lui avez dit quoi? C'est vendredi soir à 18h. Vous lui avez dit quoi? Vous lui avez dit? En fait, moi, j'ai pas parlé beaucoup avec elle parce que il y a les parents, il a parlé. Pourquoi vous avez fait ça? Les parents, ils lui ont dit. Et ce qu'elle a dit quand elle, oui. au départ, quand vous lui avez dit que vous avez vu ce que vous avez fait à cette petite, elle a dit quoi? Elle a dit oui, je sais, j'ai fait une faute, je suis un petit fessé, c'est tout. D'accord, c'est un petit fessé, c'est ouais, ce qu'elle a dit. Ouais, et donc elle a vu après que elle ne savait pas que ça allait prendre une telle ampleur. Ouais. Et voilà, et vous lui avez montré la vidéo? Montré la vidéo, les autres parents? Elle a vu avec la directrice, mais c'est pas moi, j'ai montré. Ouais. Et la directrice, elle a dit quoi, la directrice? La directrice, en fait, comme j'ai parlé avec elle et les parents, devant tous les parents, comme j'ai parlé avec elle, elle a dit juste taper, elle n'a pas tué. D'accord. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, elle a vu la vidéo, la directrice? Oui, elle a vu la vidéo. D'accord. Elle m'a dit juste, elle a tapé, elle n'a pas tué. Hein. D'accord, ah oui, elle a dit, elle l'a tapé, elle l'a pas tué. Bon, heureusement, heureusement. Elle est dangereuse, vous voyez, avec non, mais c'est énorme, elle l'a tapé, elle l'a pas tué. Non, ouais. Non, mais qu'est-ce qu'on peut entendre? Mais, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi. On espère que ça va aller mieux pour la petite qui va pouvoir aller à l'école. Là, ça va être un travail oui, important. C'est un travail, c'est sûr. Ouais, on pense... Et nous avons toutes les infos sur ce qui s'est passé, puisque le rappeur Kobalade serait impliqué dans un accident mortel qui a eu lieu ce lundi soir à Créteil. Enfin, impliqué, on va vous dire comment. Et c'est vrai que cette histoire, tout le monde en parle. Ils ont mis tout le monde dans la sauce, là j'ai vu sur les réseaux. Donc on va vous dire la vérité de ce qui s'est passé. Regardez juste avant l'état de la voiture de Kobalade. Regardez l'état de sa voiture, merci. Voilà. Donc, regardez l'état de la voiture du rappeur. C'est un truc pas la route. Regardez ces images, c'est incroyable. Mais regardez les images de la voiture. Extrêmement. C'est incroyable. Alors, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'aimerais que vous nous racontiez les circonstances du Marie. On aura toutes les infos ensuite avec Guillaume Janton, qui a toutes les infos en exclusivité. Qu'est-ce qui s'est passé pour nos téléspectateurs? Parce que quand on voit la voiture, là, vous pouvez la laisser derrière, c'est un truc de fou. Oui. On est lundi soir, 23h, station d'essence sur la bretelle, au niveau de Créteil, sur la bretelle de l'A86. Et là, l'artiste arrive extrêmement vite avec cette voiture qui avait un pneu crevé. Non, ah ouais. Alors ils étaient trois dans le 1, 2, 3, oui c'est ça, ils étaient 3 dans la voiture. Il prend cette bretelle très vite, beaucoup trop vite. Il perd le contrôle de son véhicule et il va s'encastrer dans un poids lourd. Et curieusement, lui et la passagère arrière sont très légèrement blessés. En revanche, le passager avant est mort sur le coup. Et Kobalade, lui, s'est sauvé, il a pris la fuite et il est revenu un peu plus tard pour se constituer prisonnier. Alors, les infos, Guillaume, parce que non, il paraît qu'il aurait eu, Kobalade, il paraît que déjà il avait des infractions routières. Oui, il a un lourd passif, il a été déjà condamné en 2020 à 3 mois de prison avec sursis pour un accident de la circulation à Marseille.
il était déjà parti, il est revenu, il y avait déjà un délit de fuite et il avait pris 4 mois de suspension de permis. Donc voilà, il y a déjà un passif routier, il y a d'autres délits, d'autres infractions, Cyril, mais au niveau des délits routiers, il y a déjà un lourd passif. Alors, les infos, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, donc on voudrait dire aux téléspectateurs la vérité sur cette affaire. Tout le monde a donné son avis, nous on a les vraies infos et voilà, forcément ils sont tous mal dans cette histoire. On a lu n'importe quoi sur les réseaux, on rappelle que Kobalade c'est le compagnon de Weshden, star de la chanson aussi, c'est un peu, certains disent que c'est un peu les Jay-Z et Beyoncé français à l'époque où ils étaient plus jeunes. Ils sont extrêmement connus. La version que nous a donnée l'entourage de Kobalade, la source la plus proche du dossier. Une voiture s'est déportée, Koba a voulu éviter la voiture et il a tapé un poids lourd à l'arrêt. Tous les passagers donc à gauche du véhicule n'ont eu aucune blessure, selon eux. Seul le passager à droite est décédé, malheureusement. On a lu n'importe quoi sur l'identité de la victime. Certains ont dit que c'était Weshden qui aurait trouvé la mort. On l'a lu sur les réseaux sociaux. C'est faux. On est en mesure de vous affirmer que c'est le styliste de Kobalade qui a trouvé la mort. Avec eux dans la voiture. C'est un de ses meilleurs amis. Il était avec lui dans la voiture. Ils étaient 3. C'était un père de famille, âgé entre 20 et 35 ans. Et c'est dramatique pour Kobalade qui est évidemment dévasté par cette affaire. Et un mot sur le contexte de l'accident. On a lu que c'était un contexte festif. On a lu que c'était une sortie de boîte de nuit. On a lu que Kobalade avait bu, avait pris de la drogue. Rien ne prouve ça. C'était simplement un trajet aux alentours de 23h minuit. Kobalade ramenait cet ami chez lui, chez un proche à lui. Donc, c'était pas du tout dans une espèce de virée folle qu'a eu lieu cet accident. Est-ce que c'est vrai qu'il s'est sauvé de la voiture? Alors justement, on voudrait revenir sur toutes les infos, Guillaume Janton. Voilà, est-ce que voilà, la question que tout le monde se pose, c'est quand même chaud. Est-ce que c'est vrai que ton meilleur ami, tu te sauves pas de la voiture? Non, mais après, bon, voilà. Kobalade, sa version, c'est qu'il dit qu'il s'est livré tout de suite aux questions des enquêteurs et qu'il a obtempéré, qu'il est prêt à respecter tous les interrogatoires. Et lui dit évidemment qu'il est innocent. Il s'est livré à ses tests parce que très vite, la question de l'homicide involontaire s'est posée. Le Parisien, dès ce matin, a parlé d'une enquête pour homicide involontaire. C'est pas vrai, c'est simplement une enquête sur les circonstances de la mort de cette personne qui a été déclenchée. Et Kobalade, il a passé la nuit à l'hôpital. Il était très choqué. Il est rentré à 9h du matin chez lui ce matin. Et pour le coup, même s'il a un passé judiciaire compliqué, c'est vrai, sur des affaires qui n'ont rien à voir, mais sur ce coup-là, il a joué le jeu. Et c'est une affaire, je le rappelle, c'est un de ses meilleurs amis qu'il a perdu. C'est extrêmement dur pour lui. Donc, faut pas non plus, on ne sait rien pour l'instant sur la faute à qui. Il ne faut pas qu'il y ait un délit de faciès parce que c'est un rappeur et parce qu'il a un passé. Délit de faciès. Non, c'est juste Michel Marie me dit qu'il y a eu un délit de fuite qui s'est sauvé au moment de l'accident. Si je fais un accident, je me sauve pas, j'attends la police. Il n'est pas resté sur place et c'est sûr s'est ça. présenté Vous êtes sûr de ça? 3 jours. Oui. Moi, je suis présenté au bout de 3 jours. 3 heures. Non, 3 heures, c'était hier soir. 3 heures. Non, c'était hier soir, c'est lundi. On a lu plein de trucs. C'était pas hier soir, c'était lundi. Il est 21h07, j'aimerais c'était hier soir. revienne là-dessus. C'était hier soir, Michel, c'était pas lundi, c'était hier soir. Il y a plein de gens aussi qui disent qu'il est sorti parce qu'il a fait l'émission Click sur Canal+, qui était diffusée hier avec Weshden. Il y a plein de gens qui disent qu'il est sorti avec Weshden après l'enregistrement. C'est pas vrai, l'enregistrement c'était justement lundi. Hier soir, il était simplement avec son ami et encore une fois, voilà, il a répondu à l'interrogatoire des policiers. Je n'ai absolument pas l'info qu'il ait pris la fuite et ce serait bizarre qu'il ait pris la fuite pour après revenir et répondre aux questions et passer à l'hôpital. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il est extrêmement... Et d'après ses proches, il est négatif aux stupes et à l'alcool. D'accord, c'est ça, c'est important de dire. Et où est-il actuellement, Kobalade est chez lui, il habite en banlieue parisienne. Non, mais donc il est rentré chez lui? Il est rentré chez lui. Il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de détention. Il y a une enquête, encore une fois, on ne parle pas d'homicide involontaire pour l'instant, s'il doit y avoir homicide involontaire. On parle de circonstances de la mort. Et Kobalade, il se dit absolument dévasté. Il a perdu un de ses meilleurs amis. C'est quelqu'un aussi qui vient, comme beaucoup de rappeurs, d'un quartier extrêmement défavorisé, le fameux bâtiment 7, le BAT 7 dont il se vante dans ses titres. Aujourd'hui, il a réussi à accéder à un statut social plus important. C'est quelqu'un qui a réussi, qui s'occupe de toute sa famille, qui s'occupe de tous ses amis. Et c'est une très grosse perte pour lui. C'est quelqu'un aussi qui avait enclenché un vrai changement personnel, puisqu'il parlait beaucoup de drogue dans ses chansons. Et selon lui, il aurait arrêté de consommer de la drogue et tout type de stupéfiants et d'alcool. Donc voilà. J'aimerais qu'on revienne sur l'accident parce que tout le monde en parle. Donc il a eu lieu bien lundi soir, donc c'était hier soir, au niveau de la station essence Total de Créteil en région parisienne. C'est aux alentours de 23h. Il se sera engagé sur la voie d'une station essence à la base. Donc il allait dans une station essence Gilles Verdès pour changer son pneu. En fait, c'est ça. Apparemment, la thèse de la crevaison est la bonne et il se déporte, il est sur la voie du milieu, il se déporte brutalement vers la droite. Et à ce moment-là, comme c'est obscur, la route est sèche, mais il y a de l'obscurité, il n'y a pas beaucoup de lumière et il roule à grande vitesse et il ne voit pas le poids lourd stationné. Et il le percute du côté droit, voilà, très, très violemment.
Donc le passager avant du véhicule est décédé. Oui, c'est un homme de 30 ans qui est décédé, dont parlait Guillaume. Alors que le conducteur, donc, qui était blessé légèrement. C'était lui qui était au volant. C'était lui, Voilà, il est blessé légèrement et il va être hospitalisé après les analyses qui ont été pratiquées sur place, les tests. Il va être hospitalisé à Créteil, à Henri Mondor. Très important pour nos téléspectateurs à 21h09. Sachez que les dépistages sont en cours pour déterminer les circonstances de l'accident et l'état des personnes dans le véhicule. Ça, c'est extrêmement important. Pour l'instant, nous n'avons pas les résultats. On les aura dans les prochaines heures. Les analyses sont pratiquées, c'est automatique. Et pour répondre à Guillaume, c'est vrai qu'il y a eu une enquête pour homicide involontaire, des CRS notamment, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une culpabilité. C'est presque automatique quand il y a un décès dans un accident de la circulation. L'accident, je reprends, c'était mardi soir chez l'entourage de Kobalade. C'était hier soir. Et il nie complètement le fait que Kobalade aurait pris la fuite. Selon eux, c'est complètement... Un, il n'a pas pris la fuite. Voilà. Et deux, il y a la deuxième question qui se pose. Ça, c'était il bizarre. revient sur les réseaux sociaux. Avait-il pris des stupéfiants? C'est la grande question. Alors, les tests sont en cours. L'entourage dit ça. L'entourage dit qu'il n'a pas pris de stupéfiants. L'entourage dit qu'il n'a pas pris de stupéfiants. Attention, on voit des vidéos sur les réseaux sociaux de Kobalade avec des ballons en train de... Vous savez, les fameux ballons hilarants. Ce ne sont pas du tout des vidéos qui datent d'hier. Kobalade a changé, c'est ce qu'il dit, je transmets ce qu'il dit, a changé de comportement vis-à-vis de toutes ces substances. Et lui dit qu'il n'a rien pris et que c'est un accident tragique dont il n'est pas responsable. En revanche, il est prêt à se soumettre à tous les tests des enquêteurs. Moi, je veux dire, sa bonne foi. c'est un rappeur et Weshden et lui, je les adore, moi. Donc, ça m'a fait de la peine pour eux. Et il est très jeune, il a 24 ans. Non, mais je sais, mais j'adore, moi. Lui, Kobalade et Weshden, j'adore ce couple. Et c'est vrai que, j'espère qu'il n'était pas sous l'emprise de stupéfiants. Vraiment, parce que ça serait très grave. Et ça me ferait vraiment chier. Déjà que c'est une peine immense de savoir qu'il a perdu un proche, parce que c'est un drame qui s'est passé. Juste pour savoir, le conducteur du camion, lui... Indemne. Indemne, il n'a rien. Donc c'est le plus important aussi, c'est très important aussi. Et juste pour revenir sur ce que vous venez de souligner, il a spontanément accepté les analyses. Ça, c'est très important de le dire aussi. Il n'a pas cherché à se soustraire aux tests qui ont été pratiqués. Juste sur le camion, vous voulez dire que c'est un camion qui était à l'arrêt sur l'autoroute, qui, selon l'entourage de Kobalade, n'était pas très bien garé, ce qui fait que ça a entraîné une collision. Et l'entourage aussi dit que cette route, Gilles ou Michel a fait tout à l'heure un sous-entendu là-dessus, elle était très 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 mal éclairée, qu'on ne voyait presque rien, et c'est ça qui aurait aussi, en plus de cette histoire de crevaison, causé l'accident. Ce qui est sûr, c'est qu'il arrivait probablement trop vite sur la bretelle d'accès de la station. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas qu'une voiture qui est passée avant la sienne, il y a d'autres voitures qui sont passées, qui l'ont vu le camion. Et en plus, il avait un pneu crevé. Et un pneu crevé, c'est moins maniable, ça plus la vitesse. Le drame qu'il y a, c'est quand même, il y a eu un drame, il y a un mort dans l'histoire, et je pense à lui. Et on espère qu'il n'était pas stupéfiant, parce que pour lui, ce serait un énorme drame. Ami extrêmement proche, et Kobalade, en fait, pour info, il avait fait quelques mois de prison pour une histoire de bagarre. C'est grave, et il s'était exprimé sur l'affaire Pierre Palmade. Exactement. Il avait dit, je comprends pas pourquoi Pierre Palmade sort de prison et moi je vais en prison pour de la bagarre. Aujourd'hui, ça ressort évidemment, et je pense que dans son état d'esprit, en tout cas c'est ce qu'il dit, lui ne prendrait pas de stupéfiants. C'est la thèse qu'il défend avant de prendre le... Déjà, comment va Kobalade? Comment va Kobalade? Une réponse en 2 points. Physiquement, il va bien. Mais... par miracle, en tout cas, c'est le cas suite aux différents examens qui ont été pratiqués dans la nuit de mardi à mercredi. Il a quitté l'hôpital vers 9h du matin, je crois, hier. Moralement et psychologiquement, il est dévasté. C'est clairement une tragédie. Il ne s'agit pas d'un enfant croisé sur une route, il s'agit d'un ami qu'il ramenait en fait chez lui, qu'il a ramené chez lui après avoir été cherché chez son père, d'une journée de travail effectivement passée en studio, une journée particulièrement studieuse, comme Koba en fait en connaît depuis des mois maintenant, puisque son quotidien, sa vie ne ressemble en aucun cas au passé qu'on peut effectivement légitimement, quand on est confronté à ce type de faits divers, avoir la tentation de rappeler. Donc, vous l'avez dit, c'était absolument pas une virée folle. C'est pas le cliché qu'on peut voir dans les médias. La tentation, elle est grande. On sait comment fonctionnent les réseaux sociaux. A fortiori quand la notoriété est aussi importante. A fortiori, 2 fois, a fortiori quand il s'agit d'un rappeur. Exactement. On sait comment tristement aujourd'hui le monde fonctionne. On verra si un jour on fait un pas en arrière. Je remercie Gilles d'avoir précisé en effet qu'il n'y avait en aucun cas un délit de fuite. La tentation, elle est d'ailleurs si grande que je crois que c'est Monsieur Marie hier qui, sur une base sur laquelle je m'interroge, mentionnait une fuite. Oui, alors je peux vous répondre, j'avais confondu avec l'affaire de 2020 où il avait pris la fuite pendant 3 jours. Et je vous le pardonne, je sais votre sérieux et votre expérience, mais c'est un exemple typique du fait que quand il s'agit de Kobalade, il ne faut pas réfléchir, il faut très vite sortir une actualité qui va être prenante, qui va être juteuse. Alors justement, il y a une volonté, clairement, il y a une forme de... Il est sorti de l'hôpital. Il est sorti de l'hôpital absolument mercredi matin.
est-ce qu'il était réellement sous l'emprise de substances au moment des faits? Parce que, Gilles, c'est ce qui a été dit aujourd'hui. Qui a dit ça? C'est ce que le parquet de Créteil a révélé aujourd'hui. D'accord. Donc voilà. là, c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir la réponse bien de sûr. l'avocat. Donc là, c'est la question à 21h05 centrale que tout le monde se pose. C'est la question centrale. C'est là que ça va jouer. Donc, maître, est-ce que Kobalade était sous l'emprise de stupéfiants? Alors, je vais vous répondre. C'est effectivement ce que le Parisien a dit, tout comme le Parisien hier a été le premier, juste après BFM, non, le Parisien hier en premier, à se jeter sur un résumé extrêmement rapide des choses. Ce que le Parisien écrit ce matin, vous l'avez tous reçu, je pense, se push sur vos téléphones, et vous avez vu tous les réseaux sociaux s'emballer, et le titre est repris par tout le monde, c'est « Sous l'emprise des stupéfiants ». Si le parquet, et je le regrette, vous savez que le parquet n'a pas à parler à un journaliste qui l'appelle, on le sait tous. Il n'y a pas de communiqué. Au moment où on parle, c'est une enquête pour recherche de cause de mort qui était ouverte. Oui, mais je veux dire, le parquet a le droit de communiquer. Quand BFM, pardon, pas le Parisien, BFM aujourd'hui, fait ce push, il n'y a pas de garde à vue, on va en parler, il n'y a pas encore d'enquête. On est sur une enquête de recherche de cause de mort qui est en fait un processus qui se déclenche automatiquement en France quand n'importe qui décède, brutalement. Voilà. Alors, donc, mais aujourd'hui, quand le parquet dit... Est-ce que BFM, est-ce que tout le monde reprend, dit... Est-ce que c'est vrai Parce que vous l'avez vu, il était sous l'emprise des stupéfiants. Oui. La réalité, c'est quoi? Et j'aurais aimé être une souris pour savoir ce que le parquet, si c'est le parquet qui a parlé à un journaliste, a effectivement dit. En tout cas, je sais ce que le journaliste a uniquement repris de manière, évidemment, volontairement sensationnaliste. La réalité, c'est que les expertises ont révélé qu'il était négatif à l'alcool. D'accord? Et la positivité, et c'est une chose qu'on a apprise aujourd'hui, parce que Kobalade a été placé en garde à vue à 14h aujourd'hui, en début d'après-midi. D'accord. C'est que l'analyse de sang révèle qu'il était à 1,3 nanogrammes par millilitre. Je vous laisse digérer cette information. Le THC. De THC, absolument, de THC. C'est quoi ça? C'est l'herbe. Le THC, c'est donc la substance active qui est dans votre corps lorsque vous avez fumé en fait du cannabis. D'accord. Donc il avait Pour fumé. information, lorsque vous avez fumé un joint, selon d'ailleurs la façon dont il a été préparé, en moyenne, lorsque vous fumez un joint, dans votre sang, dans les heures qui suivent, dans la journée, vous êtes entre 150 et 200 nanogrammes par millilitre. Donc la réalité, si on veut l'apercevoir uniquement à travers un titre accrocheur du Parisien, c'est qu'on imagine qu'il y a eu un rebondissement, il n'y a pas eu de rebondissement, mais que derrière la version d'hier, il y avait en réalité une chose qu'on avait cachée, à savoir que c'était effectivement un comportement irresponsable. Lorsque vous êtes à ce niveau-là, et c'est ce que l'enquête va devoir justement déterminer, pour déterminer s'il y a une vraie responsabilité ou non, c'est que dans son sang figuraient des restes qui remontent forcément à une consommation passée. Lorsque vous êtes à ce niveau-là, sachez d'ailleurs par exemple que dans énormément de pays, si vous êtes à Washington, si vous n'êtes pas à 5 nanogrammes par millilitre, il n'y a pas de notion d'infraction. Si vous êtes en Suisse, en dessous de 2 nanogrammes, il n'y a pas d'infraction. En France, lorsque le résultat de l'analyse n'est pas au-dessus d'1 nanogramme, elle ne peut pas être considérée comme positive. Nous parlons donc de 0,3. Est-ce qu'il est responsable, même si je comprends la tentation de ce journaliste, de parler d'emprise? Sa lucidité n'était pas altérée, sa journée était normale. Elle était une journée de travail. Le fait que la lucidité ne soit pas altérée, je comprends tout à fait, mais c'est votre interprétation et votre défense. Ce qui étonne un peu, c'est que Kobalade semblait, si je puis dire, sorti de cet univers de la drogue avec des déclarations sur maintenant j'ai changé, etc. Ouais. Et là, on trouve des traces. Vous parlez d'une consommation antérieure, mais elle ne date pas de 6 mois. Non, elle date d'il y a plusieurs semaines. Ouais. C'est une chose sur laquelle il a pu s'exprimer aujourd'hui en garde à vue. Et c'est très important, parce que pour le coup, la recherche de la vérité, c'est essentiel. Notoire ou pas notoire, une personne a le droit d'être traitée de la même façon que n'importe quelle personne. Oui. Surtout, et ça, les journalistes le disent très très peu, quand on est face à une tragédie. Aujourd'hui, Kobalade est dévasté parce que ce n'est pas un inconnu qui a brutalement été renversé, c'est son meilleur ami. Un inconnu ou pas, de toute façon, il aurait découvert. Toujours voilà, important. Mais maître, qu'est-ce qu'il explique en garde à vue alors? D'où viennent ces traces? D'où viennent ces traces de drogue? Ces traces, elles viennent, et vous l'avez vu d'ailleurs, cette interview, vous avez diffusé un extrait. J'étais d'ailleurs présent chez Click, c'était une interview qui est d'ailleurs importante, il a des choses vraiment importantes, très denses. Lorsqu'il s'exprime sur Palmade, et je sens bien la tentation sensationnaliste de faire un lien, on n'est pas sur un Palmade urbain, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et il est très important pour les gens de ne pas basculer dans une volonté en fait de faire gonfler une bulle, de respecter d'ailleurs le deuil de la victime et la souffrance aujourd'hui de Koba, de laisser la justice faire son travail et notamment de réellement examiner quelles sont les raisons pour lesquelles il y avait ces traces extrêmement résiduelles dans son sang. Ben, la réponse, elle est simple. Kobalade, moi je vous le dis, je fais une confidence, son coach sportif justement que je lui ai présenté il y a 2 ans, moi ça fait 2 ans et demi que je le vois changer de vie. 2 ans et demi que je vois ce jeune artiste qui était encore il y a 4 ans un enfant. Il a signé son premier contrat en maison de disque, il était mineur. Ses parents, sa mère a co-signé ce contrat-là.
D'accord. C'est pas le même jeune homme. Il a changé de vie. La réalité, et il l'a expliqué aujourd'hui en toute franchise. Tout comme il a expliqué immédiatement aux pompiers et aux OPJ hier soir qu'est-ce qui s'était passé dans le moindre détail, c'est que cet été, après une phase de préparation d'un album qui est extrêmement important, après beaucoup de dates, après un planning très chargé, il a effectivement fait un petit peu la fête pour décompresser. En effet. Mais depuis fin août, Koba n'a absolument pas consommé. Et vous comprenez la subtilité. Alors pourquoi il y a un monde. Ce serait quoi des restes? Absolument, ce sont des résidus. C'est-à-dire que quand effectivement, pendant une période de temps, par exemple plusieurs semaines pendant l'été, vous fumez régulièrement, il demeure dans votre corps 10 jours. Parfois. Non, 10 jours c'est le THC. Le cannabis, c'est en 10 c'est 15 jours, on m'a toujours dit moi. 10 jours c'est le THC. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout comme quand vous mangez les aliments, tout comme des médicaments, lorsque en fait ça rentre dans votre corps, le métabolisme ensuite va créer ce qu'on appelle des métabolites. Et donc, quand vous analysez en fait le corps, il y a des restes dans le sang, tout simplement. Et si vous avez fumé effectivement sur une période de plusieurs jours ou de plusieurs semaines à une période, vous pouvez très bien être contrôlé de nombreuses semaines après et avoir ce niveau extrêmement résiduel, dont je rappelle que dans plein de pays, ils ne prêteraient même pas à discussion. Donc, mon propos et la raison pour laquelle je viens ici, c'est qu'aujourd'hui, mais bien sûr, mais ça c'est une question juridique, et cette question juridique, elle n'appartient ni au public, ni aux réseaux sociaux, ni à moi, elle appartient aux OPJ, elle appartiendra au parquet et au procureur. Simplement, la réalité que Koba mérite de voir respectée, et encore plus que Koba, la famille de la victime, c'est qu'on ne fasse pas de cette histoire une histoire qu'elle n'est pas, une fable. Qu'est-ce qui est